Le matin où Théodose m'a annoncé qu'il avait un cancer du pancréas, j'étais en train de faire infuser du thé de rooibos dans notre cuisine de Lausanne. Il s'est assis en face de moi avec la solennité d'un acteur qui répète depuis des semaines, les mains croisées sur la table, comme s'il présidait une réunion d'actionnaires, et il a prononcé les mots avec une lenteur calculée, chaque syllabe posée comme une pierre de fondation. Je me souviens du bruit de la bouilloire, je me souviens du motif de carreaux ocre sur la nappe, je me souviens surtout de ses yeux, pas tristes, pas effrayés, mais concentrés, comme quelqu'un qui surveille la réaction d'un public après une blague risquée. J'ai posé ma tasse, et au fond de moi, quelque chose d'étrange, d'imperceptible, a cliqué. Ce n'était pas de la méfiance à proprement parler, c'était une intuition plus ancienne, logée quelque part entre les côtes, que l'on accumule après 11 ans de mariage avec un homme comme Théodose Varech, fils d'une famille de négociants en métaux rares de Genève, élevé dans l'idée que la réalité était malléable, que les faits n'étaient que des matériaux bruts à remodeler selon les besoins du moment. J'avais appris à lire ces silences mieux que ces discours. Et ce silence-là, celui qui suivait l'annonce d'une mort annoncée, sonnait creux comme une coque de noix vide. « Le pronostic est sombre, Héloïse, a-t-il dit. 18 mois, peut-être moins. » Il m'a regardée avec une tendresse soigneusement manufacturée. « Je ne veux pas que tu passes ces années à t'occuper d'un mourant. Tu mérites une vie entière. » Et puis, avec la fluidité d'une transition qu'il avait visiblement répétée, il a sorti une enveloppe Kraft de la poche intérieure de sa veste, les papiers du divorce, déjà préparés, déjà annotés par un cabinet juridique. Il avait même pris soin de les faire dater de la semaine précédente, comme si l'idée lui était venue spontanément, dans un élan de sacrifice désintéressé. J'aurais dû éclater en sanglots, j'aurais dû renverser la table. À la place, j'ai pris une longue gorgée de rooibos, encore trop chaud, et j'ai senti la brûlure descendre lentement dans ma gorge. « Laisse-moi le temps d'y réfléchir, ai-je dit. Je m'appelle Héloïse Marvan-Sux, fille unique d'un géophysicien hongrois et d'une botaniste bretonne qui se sont rencontrés à un colloque sur les sols volcaniques à Reykjavik en 1974. J'ai grandi entre des cartes géologiques et des herbiers, dans une maison où les bibliothèques débordaient et où personne ne possédait de téléviseur. Mon père m'a appris à ne jamais accepter une hypothèse sans vérifier ses fondations. Ma mère m'a appris que les plantes les plus résistantes sont celles qui poussent dans les fissures des roches. Ces 2 leçons, j'en ai fait une philosophie de vie sans m'en rendre compte. Quand j'ai épousé Théodose, j'avais 29 ans et un poste de chercheuse associée à l'Institut de glaciologie de Lausanne. Lui en avait 34 et une confiance en lui-même qui ressemblait à une force naturelle, comme la gravité ou la pression atmosphérique. On ne la questionnait pas, on s'y adaptait. Pendant 11 ans, je me suis adaptée. Mais à mesure que les années passaient, j'ai compris une chose fondamentale sur Théodose Varech. Il n'était jamais vraiment présent. Il occupait l'espace avec une précision de géomètre, il prononçait les mots justes au moment opportun, mais il regardait toujours au-delà de vous, vers quelque chose que vous ne pouviez pas voir, vers la prochaine case à cocher. J'avais cessé d'être une case intéressante depuis longtemps. Ce que je ne savais pas encore avec certitude, c'est que j'étais devenue un obstacle. Le soir même de l'annonce, une fois Théodose parti pour ce qu'il appelait un dîner professionnel, j'ai appelé Myriam Osterbruck. Myriam est mon avocate depuis 7 ans. Elle est originaire de Düsseldorf, a étudié à Amsterdam et exerce à Genève avec la précision froide d'un horloger suisse qu'elle n'est pas. Elle a une façon de poser les questions qui ressemble à de la chirurgie, propre, directe, sans anesthésie inutile. Quand je lui ai décrit la scène du matin, elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit « Envoyez-moi les papiers demain matin, et ne signez rien ». Je n'avais pas signé, mais j'allais devoir simuler l'inverse. Les 2 semaines qui ont suivi ont exigé de moi une performance que je n'aurais jamais cru capable de produire. Je suis quelqu'un de plutôt direct, peu enclin au masque, mais quelque chose dans la froideur clinique du stratagème de Théodose avait activé en moi une réserve de détachement que je ne me connaissais pas. Peut-être l'héritage de mon père, qui analysait les tremblements de terre avec la même équanimité que les rapports météo. Je me suis mise à jouer le rôle de l'épouse anéantie. Je me suis laissée aller à des silences lourds au dîner. J'ai posé des questions sur ses douleurs avec une sollicitude tremblante. J'ai pleuré une nuit. De vraies larmes, mais pour d'autres raisons, pour le gâchis de toutes ces années, pour la stupidité tranquille de cet homme qui me croyait aveugle.
Et pendant ce temps, Myriam travaillait. Elle a engagé une enquêtrice privée du nom de Petra Holzwart, une ancienne analyste du renseignement militaire suédois reconvertie dans les affaires civiles. Petra a un visage si ordinaire qu'on l'oublie immédiatement, ce qui en fait une observatrice redoutable. En 5 jours, elle avait reconstitué l'essentiel. Théodose n'était pas malade. Pas d'oncologue, pas de protocole de traitement, pas de dossier médical sous ce nom dans aucun des hôpitaux de la région lémanique. Il avait une maîtresse, une certaine Cassandrine Wurz, 31 ans, consultante en images pour des familles fortunées, rencontrée apparemment lors d'un symposium à Lugano, 19 mois auparavant. Et il avait, selon toute apparence, l'intention de l'épouser dans les plus brefs délais. Ce que Petra a découvert ensuite m'a arrêté net. Mon père, Andras Marvan, était mort 17 mois plus tôt d'une insuffisance cardiaque dans sa maison de Brest. Je l'avais accompagné jusqu'à la fin, seule, parce que Théodose avait prétendu ne pas pouvoir annuler un déplacement à Zurich. L'enterrement avait été sobre, comme il l'aurait voulu. Il ne possédait pas grand-chose, du moins en apparence. Ce que ni Théodose ni moi ne savions avec précision, c'est qu'Andras Marvan avait, au cours des 40 dernières années, réalisé quelque chose d'extraordinairement improbable pour un géophysicien de l'enseignement public. Il avait investi, avec une patience monastique et une intuition géologique peu commune, dans des concessions minières en Islande, au Groenland et dans certaines zones reculées de Finlande. Des terres que personne ne voulait, dans des régions que personne ne regardait, pour des minéraux que personne ne convoitait encore, jusqu'à ce que la transition énergétique mondiale change radicalement l'équation. Lithium, cobalt, terres rares pour batterie. Son notaire, un homme du nom de Bjarni Sigurdarson, établi à Reykjavik, avait passé les 17 mois suivant le décès à liquider les actifs conformément aux instructions laissées dans un testament, rédigé avec la minutie d'un rapport scientifique. Mon père avait spécifié que les fonds ne devaient être transférés qu'une fois toutes les procédures réglementaires islandaises achevées, et que la bénéficiaire unique, moi, devait en être informée au moment précis où les fonds étaient disponibles pour virement, pas avant. Il avait également expressément stipulé que le montant ne devait être communiqué à aucun conjoint, aucun ayant droit indirect, aucun tiers, jusqu'à ce que la transaction soit irréversible. Mon père avait une façon à lui de tout vérifier 2 fois. Myriam m'a appelé un jeudi matin à 7h22. J'étais déjà levée, je n'avais presque plus dormi depuis 1 semaine. « Héloïse » a-t-elle dit, et sa voix avait quelque chose d'inhabituel, une densité légèrement différente de son timbre ordinaire. « Maître Sigurdarson vient de me contacter. J'ai attendu. Vous venez d'hériter de 150 millions d'euros. Les fonds arrivent demain sur votre compte. » Elle a marqué une pause. Sa famille n'en savait rien ? J'ai fermé les yeux. Par la fenêtre de notre chambre, le lac Léman était d'un gris-vert particulier ce matin-là, la surface légèrement frissonnante sous un vent venu du Valais. « Non », ai-je dit, mon père était un homme discret. Il y a eu un silence entre nous, pas gêné, mais plein, comme un verre qu'on remplit jusqu'au bord. « Alors », a dit Myriam, et j'entendais dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction professionnelle, froide et précise comme un résultat de laboratoire, « voilà ce que nous allons faire. » Ce même jeudi, j'ai signé les papiers du divorce. J'ai choisi un moment soigneusement calculé, le soir, après le dîner, quand Théodose était dans son bureau à parcourir des rapports financiers. Je suis entrée avec l'enveloppe Kraft, les documents étalés sur la table basse, et j'ai tout signé avec un stylo pélican noir que mon père m'avait offert pour ma soutenance de thèse. Je voulais utiliser ce stylo-là précisément. Théodose m'a regardé signer avec une expression que je n'avais encore jamais vue sur son visage. Quelque chose entre le soulagement et une imperceptible déception, comme si une partie de lui avait espéré plus de résistance, plus de scènes, quelque chose à raconter plus tard. Mais je n'ai rien dit, j'ai signé, j'ai posé le stylo, et je lui ai rendu les papiers sans un mot. « Tu fais la bonne chose, Héloïse », a-t-il murmuré. Je me suis contentée de hocher la tête et je suis sortie. Le lendemain matin, à 10h30, Théodose Varek épousait Cassandrine Wurz dans une mairie du canton de Vaud. Discret, rapide, efficace. J'imagine qu'il souriait. J'imagine que Cassandrine portait quelque chose de pâle, structuré, choisi pour projeter une image de commencement plutôt que d'arrivée. J'imagine que sa famille à lui, sa mère Hildegarde, son frère Corentin, ses cousins de Genève, étaient là, dans leurs manteaux coûteux, avec leurs expressions soigneusement neutres. Pendant ce temps, je me trouvais dans les bureaux de Myriam, au 4e étage d'un immeuble haussmannien sur la rue de Rive, à regarder sur l'écran de l'ordinateur la confirmation de virement. 150 millions d'euros, en provenance d'un compte fiduciaire à Reykjavik.
transféré sur un compte privé ouvert à mon nom seul 3 jours plus tôt dans une banque de Zurich dont je tairai le nom. Myriam a imprimé la confirmation. Elle me l'a tendue. J'ai regardé les chiffres un long moment. Non pas avec euphorie, je n'avais pas assez dormi pour l'euphorie, mais avec quelque chose de plus calme, de plus géologique, quelque chose qui ressemblait à la reconnaissance d'une structure souterraine que mon père avait construite patiemment pendant 4 décennies et qui venait seulement d'émerger à la surface. « Votre père était un homme remarquable », a dit Myriam. « Il vérifiait toujours les fondations avant de construire quoi que ce soit », ai-je répondu. C'est Corentin, le frère de Théodose, qui a vendu la mèche. Non pas intentionnellement, Corentin est le genre d'homme qui parle trop après son 2e verre de blanc, qui commente à voix haute ce qu'il vient de lire sur son téléphone. D'après ce que l'on m'a rapporté, c'est à la réception qui suivait la cérémonie, dans une villa de Pully avec vue sur le lac, qu'il a glissé à quelqu'un, peut-être à Hildegarde, peut-être à un cousin, le récit est légèrement divergent selon les sources, qu'il avait entendu dire qu'Héloïse avait hérité d'une fortune considérable suite au décès de son père. Des rumeurs, des on-dit. Quelqu'un qui travaillait dans le milieu notarial genevois qui avait parlé à quelqu'un. Ce quelqu'un avait mentionné un chiffre, 150 millions. Il paraît que le visage de Théodose, à ce moment-là, a subi une transformation difficile à décrire. Plusieurs personnes présentes ont évoqué par la suite une pâleur soudaine, une rigidité de la mâchoire, le verre de champagne posé sur la table avec un soin excessif, comme si le moindre geste brusque risquait de déclencher quelque chose d'irréparable. Cassandrine, paraît-il, a demandé ce qui se passait. Il n'a pas répondu immédiatement. Parce qu'il était en train de calculer. 11 ans de mariage. Des papiers signés la veille. Un divorce prononcé dans des conditions où la fortune personnelle de l'épouse, non déclarée comme bien commun car non encore accessible au moment de la signature, relevait d'un régime de séparation de fait en droit suisse. Myriam avait bien sûr vérifié tous ces points avec la méticulosité d'une chercheuse islandaise en droit patrimonial qu'elle avait consultée spécifiquement pour cette situation. Il avait quitté une femme aux actifs apparemment modestes, un salaire de chercheuse, une moitié de l'appartement de Lausanne, quelques économies, la veille du jour où elle devenait l'une des héritières les plus discrètement fortunées de Suisse romande. Son univers s'est écroulé en un instant. Il m'a appelé à 17h43. Jour de son mariage. J'étais dans un taxi qui me ramenait de chez Myriam vers l'appartement, mon appartement désormais, puisque j'en avais racheté sa part dans le cadre de la procédure, une clause que son propre avocat avait validée sans sourciller. La ville défilait par la vitre, les façades crème et les arbres encore dénudés de mars, et je regardais tout cela avec les yeux de quelqu'un qui voit un paysage familier pour la première fois depuis longtemps. Son nom sur l'écran du téléphone. J'ai laissé sonner. Pas par vengeance, je veux être précise là-dessus, ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de bien plus simple. Je n'avais rien à lui dire. Le silence que j'avais maintenu pendant 2 semaines de performance n'avait pas été un stratagème élaboré. C'était simplement le résultat naturel d'avoir compris, une bonne fois pour toutes, que certaines conversations n'ont pas besoin d'avoir lieu. Le taxi s'est arrêté devant notre immeuble. L'immeuble. J'ai payé, je suis sortie dans l'air frais du soir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des choses très ordinaires. J'ai appelé ma mère à Brest pour lui parler de l'héritage. Elle a pleuré, pas de surprise, mais d'une sorte de fierté posthume pour mon père. J'ai repris mes recherches sur les dynamiques thermiques des glaciers alpins, un projet que j'avais mis en suspens faute de financement. J'ai créé une fondation au nom d'Andras Marvan pour financer des bourses de géologie dans des universités d'Europe du Nord. J'ai mangé des repas seuls qui n'étaient pas tristes, juste silencieux d'une autre façon. J'ai entendu dire, par des canaux indirects, le genre de circulation d'informations qu'on ne sollicite pas mais qui arrive quand même, que Théodose avait engagé un avocat pour explorer les possibilités de contestation du divorce. Que l'avocat en question lui avait expliqué, patiemment, que les fondations juridiques de la procédure étaient inattaquables. Que Cassandrine avait posé des questions sur la réalité de la maladie lors d'une conversation difficile. Que les réponses avaient été insatisfaisantes. Je n'ai éprouvé aucune satisfaction particulière à apprendre tout cela. Ce que j'ai éprouvé, et c'est plus difficile à nommer, c'est quelque chose qui ressemblait à de la clarté. La même sensation que lorsqu'on retire une couche de sédiments accumulés et qu'on retrouve en dessous la roche de base, intacte, dense, exactement comme elle a toujours été. Il y a une chose que mon père m'avait dite un jour, alors que nous marchions sur une plage de basalte noir en Islande, et qu'il m'expliquait comment lire les strates d'une falaise volcanique. Il avait dit « La terre ne ment jamais sur son passé. Elle l'inscrit dans sa chair avec une patience absolue. Ce sont les hommes qui inventent des histoires sur ce qu'ils voient. » Théodose avait inventé une histoire, un cancer, un sacrifice.
une épouse effondrée qui signait dans le brouillard de sa douleur. Il avait construit cette fiction avec le soin d'un architecte, en croyant que les murs d'une maison imaginaire pouvaient tenir sous le poids du réel. Mais sous nos pieds, il y avait de la roche. Et la roche, comme mon père me l'avait appris, ne disparaît pas parce qu'on cesse de la regarder. Elle attend.